Bienvenue à cette présentation sur l'intelligence artificielle et la gestion documentaire. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Rida Benjeloun, je suis président de Constellio. Ça fait à peu près un an que je baigne dans le monde, un an. Ça fait plusieurs années, mais ça fait un an qu'il y a une équipe qui a été mise en place de recherche et développement au niveau de l'intelligence artificielle avec Constellio. Aujourd'hui, en fait, il va y avoir vraiment une explication des principes ou des concepts derrière l'intelligence artificielle. Je vais ramener ces principes-là dans un contexte de gestion documentaire et je vais finir par une démo, donc un prototype qu'on a développé qui va vous permettre un petit peu de comprendre les concepts derrière tout ça. Alors, sans trop tarder, si jamais l'écran ne change pas, juste à me le dire. Le plan de la présentation. Donc, je vais parler de l'évolution de l'intelligence artificielle. Ça existe depuis pas loin de 50 ans déjà. Il y a un boom actuellement. Pourquoi il y a un boom? Après ça, je vais revenir sur je vais vulgariser l'intelligence artificielle en la comparant vraiment au cerveau humain puis à nos sens. Donc, c'est quoi le cerveau de l'intelligence artificielle? Comment elle apprend? C'est quoi le langage? Les sens, etc. Je vais également parler de la tendance de l'adoption de l'AI. Il y a une revue très reconnue qui s'appelle Gartner, donc qui donne un petit peu la tendance, c'est quoi le futur. Les approches de déploiement, donc comment on déploie ce genre de technologie-là. Les offres de services qu'on voit actuellement, donc toutes les compagnies qui gravitent autour de l'AI, c'est quoi les offres de services que vous allez voir qui existent et qui continuent à grandir? Quelles sont les opportunités aujourd'hui qu'on a avec l'intelligence artificielle? L'AI et les solutions de gestion documentaire. C'est sûr que ça a un impact sur l'évolution de la gestion documentaire. Puis je vais même donner des exemples tout à l'heure de comment on voit même l'évolution de l'interface homme-machine, parce que l'interface a été conçue avec une souris ou un clavier, parce que c'est notre seule façon de communiquer avec un ordinateur. Aujourd'hui, ça a changé. Donc, est-ce qu'on a encore réellement besoin d'une souris et d'un clavier? C'est le genre de questions que je vais vous ramener, qu'on va se poser. C'est quoi l'impact sur les spécialistes de la gestion documentaire ou les spécialistes de l'information? Ça va changer notre façon de travailler. Au fait, ça va changer la façon de travailler de tout le monde, hein. Comme lorsque la calculatrice est apparue et l'ordinateur est apparu ou l'Internet est apparu, ben, c'est des éléments qui ont changé notre façon d'opérer. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle a comme impact sur nous? Puis je vais montrer des cas d'utilisation qu'on a mis en place dans nos outils. Alors, l'évolution de l'AI, l'AI a commencé avec ce qu'on appelle le machine learning ou l'apprentissage automatique. En 2015 ou même 2014, même au niveau de Constellio, on a encore des outils d'apprentissage automatique. En gros, c'est quoi l'apprentissage automatique? C'est qu'on prend un ensemble de données, hein, on prend un jeu de données qui marche. Donc, exemple, je dis comment classer un document. Donc, je vais lui donner 1000 documents qui expliquent comment classer un document. Ça va générer un modèle. Puis ce modèle-là, ben, je vais l'utiliser pour classer d'autres documents. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau document, ben, je vais dire au modèle classe-le, puis il va faire un classement. Donc, on a vu beaucoup d'actions de classement de documents, de regroupement, de clustering, d'extraction de concepts apparaître à ce niveau-là. Donc, et il y a deux approches. Il y a des éléments qui sont supervisés, non supervisés. Donc, supervisé avec un modèle, non supervisé, ça constitue plus ce qu'on appelle du clustering. Machine learning est toujours très présent, hein. Donc, ces couches d'intelligence artificielle sont cumulatives. Donc, on peut avoir l'apprentissage automatique, après ça, on va avoir le deep learning, puis après ça, on va avoir le génératif. Mais c'est important pour moi de classifier ces trois grandes catégories parce que dans le cadre de la présentation aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur l'AI générative, hein. Le fameux chat GPT, le G pour le génératif. Donc, tout ce qui va suivre, c'est sur l'AI générative, mais je voulais quand même expliquer ces concepts-là pour qu'on soit capable de les distinguer. Donc, apprentissage automatique. Après ça, on est passé dans le deep learning. Ce qui est intéressant avec le deep learning, c'est qu'on a reproduit le cerveau humain. On a reproduit le comportement, donc avec des neurones, hein, c'est un réseau de neurones. Et donc, c'est quelque chose qui va apprendre, qui va prédire, puis ça repose sur des couches. Donc, plus le réseau est profond, plus ça va prendre des décisions plus intelligentes. Donc, on développe une certaine intelligence, puis un certain apprentissage automatique avec ces outils-là.
Là encore, on a ce qui est intéressant avec le deep learning, c'est que je peux, par exemple, lui montrer, l'entraîner sur plusieurs photos de chats, même si les chats sont de couleurs différentes, des yeux différents, etc. Puis je lui donne un chat, ben là, il va interagir comme un humain. Il va déduire que ce que je lui donne, ce n'est plus qu'une série de bits numériques 0 et 1. Il est capable de déduire que ça aussi, c'est un chat parce que basé sur les critères qui définissent un chat, je suis capable de l'analyser. Donc, on tombe dans quelque chose de plus intéressant, plus intelligent. Quand on regarde l'intelligence artificielle, par exemple, de Tesla, etc., qui fait de l'apprentissage, ben, c'est beaucoup du deep learning qu'on va voir à ce niveau-là. Donc, rappelez-vous, c'est des neurones sur des couches. Si les couches sont superposées, plus le réseau est profond, plus on est intelligent. Et là, ça nous mène à j'appelle ça la révolution parce que l'AI, il y a plein de compagnies qui en font depuis des années, mais l'AI générative a fait un gros boom. Le boom de l'AI générative, c'est qu'elle génère. La première a été capable de classer, d'organiser, de faire des prédictions. La deuxième, elle apprenait, puis elle réagissait comme un cerveau humain. Ben, celle-là, elle est générative, elle génère des choses. Et c'est tellement réel ce qu'elle génère que là, elle peut passer par un humain. Donc, quand on parle de générer, ben, ChatGPT, quand vous lui textez, il répond comme un humain. Aujourd'hui, il est capable de prendre de l'audio puis de vous répondre en audio. Il est capable de voir des images puis d'analyser des images. Donc, on tombe dans quelque chose de beaucoup plus évolué, texte, images, audio, etc. La force de l'AI générative comparativement à toutes les autres AI, puis ça, s'il y a un terme que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est le LLM. Le LLM, c'est le cerveau de l'intelligence artificielle, mais ce qui a fait de l'AI générative ce qu'elle est aujourd'hui, c'est que le cerveau est gigantesque. Il a été entraîné sur des milliards de données. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont pompé tout le web qui ont donné à ces cerveaux-là, ce qui les rend extrêmement performants, mais extrêmement énergivores aussi à faire rouler ou à faire. Puis là, on commence à constater un petit peu une AI, elle apprend, mais si tu as consommé toutes les données du monde, ben, tu ne vas pas continuer à avancer de façon exponentielle. Donc, le côté exponentiel s'est passé durant les 18 à 24 derniers mois. Là, on va plus être dans un modèle de raffinement et non de consommation d'informations. Donc, l'AI générative, ben, elle génère, comme son nom l'explique, du texte, de l'audio, elle va parler, elle va produire des documents. Puis elle repose sur ce qu'on appelle un LLM, donc un large model language. Ce qui est intéressant avec l'AI générative, pardon, excusez-moi, je vais juste reculer. Excuse mon écran, il saute tout seul. Je vais juste revenir en arrière. Ce qui est intéressant avec l'AI générative, on peut interagir avec cette AI-là pour la raffiner. Et la façon de raffiner cette AI-là, ça s'appelle du prompt. Un des métiers qui va être le plus populaire au monde, hein, on appelle ça le prompt engineer ou l'ingénieur de requête. Ben, vous comprendrez tout à l'heure parce que je vais mettre de l'emphase sur le prompt. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça marche, puis comment nous, on intègre ça dans des solutions de gestion de l'information au niveau du prompt. Alors, il y a quelques risques qui sont reliés à l'AI. Je suis content de dire que nous, on a commencé à travailler là-dessus aussi, le côté hallucination. Ben, l'AI, elle hallucine. Ça veut dire qu'elle peut inventer des choses qui ne sont pas vraies. Vous pouvez faire des tests des fois. Il y a des exemples même sur le web. Vous allez poser une question très incohérente, puis la réponse générée va être très incohérente. Et nous, au niveau de Constellio, on est en train de développer un outil qui vous dit que ce qui est généré par l'AI, à quel point il est viable, donc avec un pourcentage. Donc, si je vous génère une réponse, puis je vous dis, je suis sûr à 99,9% de ce que je vous dis, ben, je vais l'accompagner des sources qui m'ont permis de générer cette réponse-là. Puis si je me suis basé un peu sur le web, puis un peu sur les données que j'ai, etc. Donc, on est capable aujourd'hui de donner un score. Malheureusement, je ne l'ai pas dans la version de la démo que je vais vous faire aujourd'hui, mais sachez qu'on va commencer à annoncer à quel niveau c'est fiable, le niveau de réponse qu'on vous donne. Il ne faut pas prendre ça pour du cash.
La fraude, hein, on l'a vu même aux nouvelles à plusieurs reprises, où des gens se font passer, ils utilisent la voix générée par l'AI pour simuler des personnes qu'ils connaissent. Les normes et les lois qui encadrent l'AI ne sont pas largement répandues. Donc aujourd'hui, on peut faire beaucoup de bêtises avec l'intelligence artificielle. Moi, je suis convaincu que dans le futur, l'AI va avoir une identité et que cette AI-là devra signer tout ce qu'elle génère, parce que ce qui peut être généré peut être très grave avec ces outils-là. Dernière chose, ben, la technologie évolue tellement vite que les investissements peuvent rapidement devenir obsolètes. Moi, j'ai vu des entreprises qui ont investi plusieurs millions ces dernières années en intelligence artificielle. Puis quand je regarde leurs produits, puis je me revire de bord, leurs efforts de plusieurs années, on est capable de le reproduire en 4-5 semaines de développement. Ça me fait penser à l'arrivée de l'open source versus le logiciel fermé. Nous, quand on a démarré en tant que compagnie dans le monde de l'open source, on arrivait avec plein de composantes gratuites qu'on pouvait faire en une équipe de 4-5 personnes, ce que des équipes de 300-400 personnes faisaient. Ben, aujourd'hui, il y a une évolution tellement rapide que même nous, quand on investit aujourd'hui en tant que compagnie, on se dit, OK, ça va être dépassé rapidement. Donc, gardez en tête que ce que vous allez implanter ou sur quoi vous allez investir au niveau de l'AI, puis on va le voir tout à l'heure au niveau des modèles, ben ça va coûter cher, puis ça peut changer ou évoluer très rapidement comme technologie. Alors, comment ça marche l'intelligence artificielle? Puis pour bien l'expliquer, je vais la calquer sur nous en tant qu'humains. Je vais commencer par c'est quoi son cerveau, comment elle apprend, les langages, les sens, les consignes et les comportements. Okay? Puis bientôt, au fait, elle va commencer à interagir, puis c'est déjà le cas, il y a même des prototypes, où elle interagit avec le monde réel. Alors, je juste pertinent d'expliquer les concepts pour que vous les compreniez bien. Puis après ça, on va commencer à faire le parallèle avec la gestion de l'information, la gestion documentaire. Alors, le LLM ou le cerveau, ça, vous allez en entendre parler de façon assez significative durant les prochaines années. On va parler de LLM comme on dit un ordinateur ou un système d'exploitation dans tous les endroits où l'intelligence artificielle va y être, il va y avoir des modèles. Alors, le LLM, c'est quoi? C'est un modèle donc, qui a appris, c'est un cerveau, hein, qui a appris sur des très, très grandes quantités de données, des données gigantesques qu'on lui a ingérées. Ce qui est le fun avec le LLM, c'est qu'il parle notre langage. Puis, moi, j'ai été bluffé de commencer à voir l'informatique. Moi, j'ai un background aussi de programmation, de commencer à voir qu'on est capable de donner des consignes de programmation avec un langage humain, ce qui est vraiment fascinant. Alors, ça comprend le langage humain, donc on appelle ça le langage naturel. La façon dont je vous parle, vous l'avez sûrement vu dans la transcription, c'est rendu tellement avancé que notre façon d'interagir, puis je vais en parler tout à l'heure, d'interagir avec l'informatique, avec les outils, avec les appareils, je suis convaincu qu'elle va changer. Elle repose sur du machine learning, donc on l'a dit tout à l'heure, et le deep learning, donc c'est cumulatif. Elle est capable de faire des liens entre les concepts. Par exemple, je lui dis un chien, elle va comprendre qu'un chien aboie. Elle est capable de prédire le mot qui vient après un mot dans une phrase. Elle est capable de traduire, de répondre à des questions, de générer des contenus, etc. Excuse ça. Donc ça, c'est le modèle. Rappelez-vous, là, on va en entendre parler régulièrement. L'apprentissage. Il y a 3 grandes catégories d'apprentissage. Au niveau de Constellio, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le RAG. Pas besoin de vous rappeler de tous ces termes-là. Rappelez-vous juste de LLM puis de prompt. On va être correct. J'explique ces concepts-là parce que dans la démo que je vais faire aujourd'hui, je parle de ces éléments-là. Alors, c'est quoi le RAG? C'est que j'ai un cerveau, puis là, je vais lui injecter des données d'entreprise. Typiquement, vous êtes un client Constellio, vous avez votre gestion documentaire, mais vous ne voulez pas que vos documents se retrouvent un peu partout dans le cloud. Ben, le RAG, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une masse documentaire privée qui va faire interagir avec un LLM dans une volet sécurité. Je ne mets pas mes données dans le cerveau, je les intègre juste pour bâtir dessus. Donc, la donnée n'est pas injectée dans le LLM.
Elle est juste à côté. Je vous ai parlé des détails, mais on est capable de mettre nos propres contenus pour avoir des réponses. Puis je vais vous le montrer tout à l'heure lors de la démo. Le RAG, lui, il s'auto-améliore. C'est comme le RAG, mais il va plus loin, il va s'auto-améliorer. Puis le fine-tuning, c'est que je prends un cerveau, puis là, je le modifie. Ça, c'est extrêmement cher pour faire ça. Donc, ce qu'on voit de plus en plus, hein, il y a des compagnies qui commencent à vendre des modèles, ben, des compagnies qui vont créer un modèle pour la fiscalité ou une compagnie qui va créer un modèle qui va faire de la tenue de livre de façon automatique. Ben, ces gens-là, ils vont prendre des LLM, puis ils vont prendre les modèles, puis ils vont tellement les entraîner sur des éléments très spécifiques, sur des très grosses quantités de données, de façon à ce que ça vienne remplacer un travail humain. Donc, c'est comme ça que l'AI apprend. Soit on va lui donner des livres à côté, puis elle va consulter dans les livres quand elle a besoin de références. Ça, c'est ce que j'appelle le RAG. Ou quasiment, je vais lui dire, apprends tout ça par cœur, mets-le dans ton cerveau. Quand je vais te poser la question, tu me réponds live par rapport à ça. Le langage naturel, le NLP, ça existe depuis plusieurs années. Mais là, ça s'est démocratisé. Puis on le voit dans notre vie à tous les jours. Les appareils avec lesquels on parle, la transcription automatique, la reconnaissance vocale, tous ces éléments-là reposent sur c'est de l'intelligence artificielle, reposent sur le Natural Language Processing. Alors, l'AI dont on parle, l'AI générative, ben, elle travaille principalement avec le langage naturel. Donc, je lui parle comme si je parlais à un être humain. Alors, l'essence, maintenant, en fait, ils ont intégré la vision, donc elle est capable de voir. Hein. Je lui prends une photo, je lui prends une vidéo. Vous allez le voir au niveau même des nouveaux moteurs de recherche. Tout à l'heure, je vais parler de ce qu'on appelle la SGE, la Search Generative Experience. Donc, une recherche, Google est en train de la lancer, puis nous, on travaille sur un projet également similaire. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça permet de faire ces outils-là. Mais en gros, je montre une image, puis il est capable d'interagir par le biais de l'image. Puis l'AI, elle entend. Donc, je peux aujourd'hui faire du vocal. Il y a des gens qui parlent avec ChatGPT, puis ChatGPT leur répond. J'ai un ami, en fait, même, il pratique la langue allemande et il la pratique avec une intelligence artificielle. Donc, elle corrige ses expressions, etc. Donc, comprendrez qu'il y a beaucoup de métiers qui sont à risque parce que ces outils-là se sont largement démocratisés. Puis je n'ai jamais vu une adoption aussi rapide de la technologie. On le voit avec ChatGPT, hein, c'est la technologie qui a été le plus adoptée dans le monde en une semaine. Les comportements. Les comportements, ça revient. Les comportements, on appelle ça des agents en intelligence artificielle. Je vais vous montrer quelques exemples aussi dans le cadre de la démo que je veux faire. Mais en fait, à partir du moment que l'AI doit poser une action, on appelle ça un agent. Donc, il y a plusieurs types d'agents qui existent, des agents qu'on appelle des réflexes, etc. Mais un cas très simple, hein, donc on s'était dit, on fait des workflows avec des schémas pour concevoir un workflow. L'avenir du workflow va devenir des agents. Le workflow va se créer automatiquement. L'assignation, c'est tellement intelligent qu'on va dire, OK, non, c'est telle personne qui doit le faire basé sur ce que je connais de cette personne-là. Donc, ça va changer notre façon d'automatiser des choses au niveau des organisations. Donc, les agents vont poser des actions, vont automatiser des choses, vont prendre de la place dans l'opérationnalisation des tâches qu'on fait. Alors, il y en a plusieurs, l'assistant virtuel, l'agent robotique, je vous épargne les détails. Un des points importants, il y a plein de livres là-dessus, hein, en intelligence artificielle. Dès que vous voyez intelligence artificielle, vous allez voir LLM, modèle, puis vous allez voir le prompt. Je vais vous montrer tout à l'heure des exemples de prompt. La bonne nouvelle, il y a à peu près 1 an, on disait, OK, pour interagir avec un modèle, il fallait faire du prompt engineering. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans un des prototypes qu'on a fait, on génère automatiquement le prompt. Vous allez voir, je vais poser juste une question très simple. Il va générer 3 paragraphes de prompt pour parler à l'intelligence artificielle. Vous allez comprendre la différence entre une requête qui est lancée tout simplement, puis une requête qui est basée sur le prompt. Puis nous, je dirais, dans notre intégration homme-machine,
le prompt va se faire de façon transparente pour l'utilisateur. Donc, aujourd'hui, il y a encore des systèmes qui vont vous demander de faire du prompt, mais on pense sérieusement que le prompt, même si c'est très populaire, va finir par devenir quelque chose de complètement intégré au niveau des applications. Donc, le prompt, c'est les requêtes. Faire une recherche simple, une recherche avancée. Alors, je vais exactement vous donner ce parallèle-là entre une recherche simple et une recherche avancée. Une recherche simple, c'est une recherche en langage naturel. Une recherche prompt est l'équivalent d'une recherche avancée, mais en langage naturel également. Je n'ai pas besoin de champ, je n'ai pas besoin d'opérateur booléen. On va le voir tout à l'heure lors de la démo. Tendance, s'il y a des questions, Ali, si tu peux m'arrêter, s'il y a des questions, je ne vois pas les mains. Donc, s'il y a des questions, je peux les prendre, sinon on continue. Les tendances de l'adoption de l'AI. Donc, comment Gartner voit les choses. Puis nous, ce genre d'outils nous guide beaucoup sur comment on intègre l'AI dans nos outils, puis qu'est-ce qu'on doit, en quoi on doit investir, parce qu'on ne veut pas commencer le développement d'une technologie, puis après 6 mois, elle est complètement rendue dépassée avant même qu'on la sorte sur le marché. Donc, le cycle de développement logiciel est devenu tellement court et vous allez comprendre pourquoi. Alors, d'après Gartner, en 2027, 50% des modèles utilisés dans les entreprises seront spécialisés. Okay? On parle de modèles, le cerveau, puis on va en avoir plein de modèles dans nos entreprises. Des modèles qui vont classer, des modèles qui vont extraire des métadonnées, des modèles qui vont lancer des processus, des modèles qui vont name it. Il va y en avoir plein. Aujourd'hui, on a juste 1% déployés dans les organisations. Donc, 50% des modèles utilisés dans l'entreprise seront spécialisés. En 2028, il y a une très grande synergie entre l'open source, et l'intelligence artificielle. Il y a des pays même qui ont pris position au niveau de l'open source et l'intelligence artificielle, en l'occurrence la France, etc. Donc, les modèles open source en AI générative représenteront pas loin de 50% des modèles utilisés dans l'entreprise. Donc, vous comprendrez que vos équipes informatiques, au lieu d'aller s'abonner dans un service infonuagique, vont aller prendre des modèles qui vont peut-être installer chez vous. Puis, il va y avoir une batterie. De la même façon que l'open source est devenu démocratisé, on va voir ça apparaître également au niveau des modèles. Plus de 50% des pays développés vont mettre en place une réglementation pour encadrer l'usage de l'AI. On le voit de plus en plus, il y a même des normes et des standards qui sont en train de se développer dans ce sens-là. Plus de 50% des organisations ayant construit leur propre modèle à partir de zéro vont l'abandonner. Tout à l'heure, je vous ai dit comment on fait pour bâtir un modèle. Je vous ai parlé de fine-tuning. Autant c'est tellement puissant, puis on n'aura pas le choix. Il y a des compagnies qui vont vous livrer des modèles tellement puissants mais les entreprises ou les organisations qui vont s'y mettre, elles vont les abandonner en 2028 parce que ça va devenir une dette technologique. Puis l'avancement de la technologie est tellement rapide que vous allez laisser ça passer. Alors, en 2028, le tiers des interactions avec les services d'IA vont utiliser les agents. Okay? 30% des services d'intelligence artificielle, ce qui veut dire agent automatisation. Donc, on va tomber dans une grande automatisation avec des agents autonomes. Les approches de déploiement de l'intelligence artificielle, c'est pris de Gartner également. Il y a 5 grands axes d'adoption de l'intelligence artificielle. On va la consommer. Exemple, je vais m'abonner à ChatGPT, je vais utiliser un copilote, je vais aller vraiment dans leur interface, puis je vais poser des questions. Ça, c'est vous voyez la petite flèche en bas, là, acheter, construire. Okay? Donc, on va payer, puis on va avoir un service clé en main, où on va développer, mais là, c'est vraiment, on investit, nous, notre propre argent par rapport à ça. Après ça, je peux prendre des services existants, comme un ChatGPT, comme un copilote, et venir l'intégrer dans mes applications. Donc, l'intégrer dans mes interfaces. Là aussi, j'achète un service avec très peu de développement. Après ça, on va tomber dans Extend. OK? Et ça, c'est là où nous, on se situe. Ma démo aujourd'hui va être vraiment dans ce volet-là. C'est ce qu'on appelle le RAG. Donc, on va être vraiment dans une approche où on va ramener des connaissances au modèle sans pour autant modifier le modèle,
parce que la donnée est une donnée confidentielle, est une donnée sensible. Donc, un cas très simple, je donne à notre modèle tous les appels d'offres qu'on a fait ces dernières années, puis je dis, génère-moi l'approche de déploiement de Constellio va me générer toute la partie, des fois qui peuvent prendre 4-5 jours, puis je peux lui donner le critère de l'appel d'offres que je voulais qu'il réponde, puis il va générer exactement le texte en quelques secondes. Donc, exemple, une rédaction d'appel d'offres qui prend 1 mois, ben, elle va commencer à prendre 2 jours parce que 80%, je vais le générer par l'intelligence artificielle. Extend, là, on tombe dans le fine-tuning, on commence à modifier le modèle. Et là, ça prend des grandes quantités de données, des questions-réponses que je donne à mon modèle jusqu'à ce qu'il l'intègre, puis qu'il l'apprenne, puis qu'il s'améliore avec ça. Et build, c'est que je construis à partir de zéro mon propre modèle. Alors, vous comprendrez que plus on s'en va vers la droite, plus c'est payant, plus ça coûte cher. Les offres de services, hein, les compagnies on a vu beaucoup de compagnies naître ou des compagnies qui ont connu des croissances phénoménales. Alors, ceux qui ne connaissent pas la GPU, c'est la carte graphique. Hein. Il y a eu un boom sur les cartes graphiques avec le monde du jeu vidéo. La force de la carte graphique, c'est sa vitesse de calcul. Alors, l'intelligence artificielle, malheureusement, n'est pas performante s'il n'y a pas de GPU. Elle roule que sur la GPU. Et il y a très peu d'organisations qui ont de la GPU sur leur stockage interne. Donc, ça force de plus en plus à aller dans un mode cloud pour consommer de la, GPU. Bonne nouvelle, c'est que Constellio, ce qu'on a développé, c'est un produit qui roule localement. Donc, les organisations qui ont de la donnée sensible, qui ne veulent pas que ça sorte de leur mur, ben, on a aujourd'hui des LLM, on a tout pour faire rouler ça à l'interne. Par contre, il faut qu'ils aient les machines qui ont de la GPU pour être capable d'avoir des temps de réponse intéressants. Donc, on va voir de la GPU et des compagnies qui font de l'hébergement, des centres de données. Les compagnies de services conseils en intelligence artificielle, vous avez un besoin particulier, c'est comme des compagnies de services informatiques, ils vont venir, puis on en voit plusieurs avoir des offres de services. Donc, en partant de votre besoin, ils vont développer quelque chose en fonction de ce que vous voulez faire. On va avoir les compagnies qui vont produire des modèles spécialisés. Par exemple, nous, on a fait un modèle, je vais essayer de le montrer tout à l'heure, sur le droit. Donc, on a intégré tous les textes de loi incluant la jurisprudence, puis là, on pose des questions à l'intelligence artificielle pour voir des outils qui pourraient éventuellement servir aux juristes. Et les éditeurs logiciels dans le domaine de l'AI, je vous dirais que nous, on est beaucoup dans ce créneau-là. Les opportunités, c'est quoi les opportunités qu'on voit avec l'intelligence artificielle? Le développement de produits. Puis là, je parle de toutes sortes de produits technologiques, pharmaceutiques, manufacturiers, tout ce qui implique énormément d'itérations humaines, ben, je peux accélérer ça de façon assez significative, puis de sortir avec quelque chose de très juste. D'après Gartner, les secteurs financiers qui vont intégrer l'AI vont avoir des gains qui peuvent aller jusqu'à 34% au niveau de leur organisation. Et il va y avoir donc, il y a un impact sur les revenus, puis il y a un impact sur les coûts. On va commencer à voir, puis je vais en parler tout à l'heure de l'archiviste augmenté ou le spécialiste de la gestion de l'information augmentée. On n'aura pas le choix d'intégrer ces outils-là dans nos façons de travailler, puis on n'aura pas le choix de laisser faire des choses, puis on n'aura pas le choix d'améliorer ou de monter en compétence sur des choses que l'AI ne va pas faire et que l'humain va être capable de faire, parce que ça va être très facile. C'est sûr que dans un contexte gouvernemental, il y a des normes et des lois de travail, etc., mais il y a des compagnies privées où ils pourront couper 300-400 emplois parce qu'il y a un modèle qui est sorti qui fait le même travail. Ben, vous comprendrez que c'est un impact sur beaucoup d'employés. Donc, un travailleur augmenté va utiliser l'AI pour améliorer sa productivité. Autant sur la génération de contenu, génération d'images, génération de vidéos, la traduction, la génération de résumés, la classification, la programmation. Même nous, à l'interne, chez nous, là, on avait des discussions ce matin, il faut que nos développeurs utilisent des outils d'AI pour les tests automatisés. Donc, ça commence à... On est déjà là. On est déjà dans ce mode. Il va y avoir une optimisation de talent. Le travail humain répétitif va commencer à disparaître ou va complètement disparaître. Toute tâche qui est répétitive, si vous êtes sur une chaise qui implique que vous faites toujours la même chose, si vous êtes sur une chaise qui implique que vous faites toujours la même chose, ben, sachez qu'il y aura, puis que ce travail-là est plus de nature virtuelle, technologique,
et non pas physique avec des boîtes, etc., ben, sachez qu'il y aura des outils qui vont avoir un impact significatif là-dessus. Amélioration des processus, des workflows avec des assignations automatiques, l'adjointe administrative en intelligence artificielle, bref. Vous comprendrez qu'il va y avoir beaucoup de choses automatisées. Ils vont travailler avec nous au jour le jour et dans notre quotidien. Alors là, on passe à la section AI et les solutions de gestion documentaire. Alors, je vais vous expliquer un peu les grandes lignes qu'on regarde. Le premier, c'est le volet recherche. Les moteurs de recherche vont évoluer. On passe d'un mode de recherche qui retourne des documents vers un mode de recherche qui retourne des connaissances. Okay? C'est ça l'AI générative. Donc, alors, le Search Generative Experience est un mélange des deux. Je vais vous montrer un exemple de Google, puis après ça, je vais vous montrer qu'est-ce que nous, sur quoi on est en train de travailler. Mais la SGE, au fait, utilise le langage naturel pour faire de la ressource. Elle retourne des connaissances et non des résultats, une liste de résultats. Elle génère du contenu. Elle offre des expériences personnalisées. Donc, vous allez le voir des fois, à partir d'une image, je renavigue dans autre chose. Donc, elle intègre plusieurs audio, vidéo, images. Puis notre façon de rechercher l'information, on va devenir très paresseux. Au lieu que tu me retournes 20 documents puis qu'il faut que j'aille chercher l'information dans le banc de documents, je veux que tu me retournes la connaissance que je recherche et les références si jamais je veux aller creuser dans le bon document. Alors, Google Search Generative Experience ou l'expérience générative de Google, ils ont un truc très cool. On chatte avec le moteur de recherche. Donc, je pose une question, mais il me répond. Puis, je rechatte avec la réponse, puis il repart de là. On est en train de l'intégrer également dans nos outils. Donc, en fait, ta recherche générative, elle a une mémoire, puis tu interroges sur la mémoire. Ils font de la génération d'images, l'aide au magasinage, l'ajout de définition, lever l'ambiguïté, un peu ce qu'on faisait avant avec le vocabulaire contrôlé ou le thésaurus. Ben, on voit de plus en plus ces outils-là être complètement intégrés au niveau de Google. Alors, ce que je vais faire, je vais juste arrêter mon partage, puis je vais vous montrer rapidement la vidéo de Google là-dessus. J'espère que je vais juste partager l'écran. Quand j'avais préparé cette présentation-là il y a 4 semaines, ce n'était pas encore disponible au Canada. Il se peut que ce soit le cas aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de faire cette validation-là. Donc, vous pouvez voir le lien. Si vous cherchez Generative AI Search, vous allez voir plus d'informations là-dessus. Mais je vous fais un partage rapide de la vidéo. Vous voyez ici, ce qui est intéressant, on voit en haut la partie générée, puis en bas les résultats de recherche de Google. Yes, yes, yes. I got this. Let's go. Is a hot dog a sandwich? And the answer is Yes. no. Yes. No. Ouais, vous prendrez le temps de regarder la vidéo, mais c'est une autre façon de faire la recherche. On va toujours avoir cette recherche qui retourne des documents, etc.
Mais ce qui va être intéressant également, c'est comment les compagnies qui font du marketing vont venir se positionner là-dedans. Notre façon de faire des sites web, est-ce on aura encore besoin de sites web vitrines? Donc, beaucoup de questions qui vont apparaître avec ces outils-là. Alors, je vous repartage ma présentation. Donc, vous irez voir qu'est-ce que Google fait, mais c'est quand même assez inspirant comme façon de faire. Puis vous allez commencer à voir, dès que Google le fait, il y a plein de compagnies qui vont commencer à intégrer ça dans leurs outils. Après ça, on tombe dans ce qu'on appelle l'intelligent document processing ou le traitement intelligent des documents. Il y a plein d'outils également qui font ça. On fait des choses aussi au niveau là. Donc là, on va tomber dans la capture, reconnaissance de formulaire, la reconnaissance optique de caractère, la reconnaissance du manuscrit, la conversion d'audio en texte. Donc, il y a pas mal de techniques qui existent par rapport à ça. La classification et le typage automatique des documents. Donc là, c'est des documents typés, etc. L'extraction automatique des données. Ça, là, il y a un projet qu'on est en train d'expérimenter actuellement à l'interne, mais l'extraction automatique des métadonnées demeure quelque chose d'assez compliqué. Mais dans le futur, on voudrait que le système extrait le titre, l'auteur, l'organisation, tout ce qui est détection des renseignements personnels, anonymisation, caviardage, tout ce qui touche les renseignements personnels, ça se passe quand même assez bien avec l'extracteur des entités. Il y a tout le volet validation, la détection automatique des références, les dernières versions de documents, les corrections de contenu, les mises en forme, la composition de documents. Donc, créer un document automatiquement. Donc, il y a une catégorie dans Gardin qui s'appelle Intelligent Document Processing, c'est le traitement intelligent de l'information. L'automatisation et l'assistance. On va voir aussi les nouvelles générations de workflows qui vont voir le jour. Donc, workflow dynamique qui s'optimise tout seul. Je n'ai pas besoin d'avoir un chemin à 20 étapes. Lui, il va comprendre que c'est juste 3 étapes que ça prend pour ce processus-là, basé sur des cas similaires qu'on a vécu au niveau de l'organisation. Des workflows qui vont se créer automatiquement. Je vais vous montrer tout à l'heure un exemple. Si on partait dans des nouveaux types d'interfaces, l'AI va interagir avec moi, puis je lui dis, OK, maintenant, c'est ça le processus, utilise-le. Traitement automatique des tâches basées sur des cas similaires, les assistants virtuels, les détections des demandes similaires, les interactions avec d'autres systèmes. On parle ça existe depuis quelques années, ce qu'on appelle le RPA, le Robotic Process Automation. Donc, on va être vraiment dans, je te donne une interface, connecte-toi comme un humain sur l'interface et pose des actions. Exemple, va remplir ma feuille de temps. Je n'ai pas besoin d'un programmeur pour qu'il fasse ça. Il va se connecter sur ta feuille de temps avec ton profil, puis il va faire le travail, à ta place. Ça, c'est une question qui est très personnelle, qui me challenge depuis longtemps. On travaille sur des nouvelles interfaces, puis à chaque fois que je regarde les interfaces, je dis, on est en train de refaire des interfaces du passé et non les interfaces du futur. Maintenant, les organisations ne sont pas encore rendues là, mais vous comprendrez que la souris et le clavier ont été inventés pour parler à une machine. Les interfaces même ont été conçues pour rendre l'utilisateur plus efficace avec un clavier et une souris. Les contrôles, les écrans, les zooms, les menus hamburger. Donc, on a fait plein de choses pour faire en sorte que ça marche dans une interface. Je ne dis pas qu'il ne faut plus voir une interface, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait plus de visualisateurs, on aura besoin de voir des choses, mais est-ce que je suis pas obligé de passer par 5 menus, cliquer à droite, à gauche, je peux dire ouvre-moi un document, il va l'ouvrir. Donc, on tombe dans une approche très, très différente. Et ici, je vous donne un exemple d'un genre de type d'interaction qu'on peut avoir avec une machine, avec un chatbot intelligent. Donc, imaginez, vous avez une gestion documentaire, puis là, vous êtes comme dans Teams et vous chattez avec Constellio. Constellio AI, trouve-moi le document PowerPoint que j'ai préparé hier soir pour le congrès de la AQ. Donc, lui, il a son contexte. Hier soir, j'étais connecté, j'ai fait un PowerPoint, puis il y avait les données à AQ. Il me répond, voici le document PPT, etc. Donc là, je lui demande partage-le avec Jean pour correction. Réponse document envoyé à Jean.
Puis là, je dis, une fois que tu es confirmé, envoie-le à Isabelle pour la mise en page. Réponse, document. Donc là, je commence à interagir avec cette intelligence artificielle comme si c'était mon adjointe. Puis là, je dis classe-le, donc il va le classer à la bonne place. Je n'ai même pas besoin de lui dire à quel endroit il doit classer. Puis après ça, je lui dis, ben, OK, tu vois le processus qu'on vient de faire. À chaque fois que je vais t'envoyer un document pour te dire révision, approbation, je vais juste te dire, trouve-moi le document et fais une révision, approbation. Puis là, rappelle-toi des personnes qui ont fait ce travail-là. Il va générer un processus automatiquement qui va exécuter. Donc, on n'est pas très loin de tomber dans des interfaces comme ça dans le futur. Alors, le temps passe vite. Je vais aller assez rapidement pour tomber dans le volet démo parce qu'il nous reste une vingtaine de minutes. L'impact sur le spécialiste de l'information. Alors, on vit plein d'enjeux, hein? Une masse documentaire gigantesque, des Teams, des SharePoint, des OneDrive. On n'a jamais été aussi numérique qu'on est aujourd'hui. Des données non structurées, des données un peu de partout, des multiples formats et des formats non conçus pour la préservation à long terme, des structures de classement non uniformes, des types de contenus non identifiés, des espaces même auxquels les spécialistes de la gestion documentaire n'ont plus accès, des sources de données, plein de sources de données, plein de systèmes, et bien sûr, on l'échappe de plus en plus sur le volet légal, et les lois se renforcent de plus en plus. Pour répondre à notre rôle en tant que spécialiste de la gestion de l'information, ben, j'ai pris la chaîne documentaire, l'acquisition de contenu, le traitement de contenu, la diffusion et la conservation, destruction, préservation. Alors, je parle d'archiviste augmenté ou spécialiste de la gestion documentaire augmentée. Qu'est-ce que l'AI peut faire pour nous? D'abord, en fait, toutes les actions de capture de contenu. Quand je parle d'acquisition, hein, donc toutes les données qu'on va récupérer, je m'excuse, je ne sais pas pourquoi mon écran il switch tout seul. Ça le fait depuis tout à l'heure. Donc, on va commencer à détecter automatiquement les documents à forte valeur légale. J'ai fait plusieurs démos sur documents à forte gouvernance, etc. Il va commencer à identifier c'est quoi ces documents-là et à venir poser des actions dessus. Capturer automatiquement le contenu textuel à partir de l'audio, vidéo, image. On a eu à travailler sur des projets, par exemple des enquêtes où il fallait transcrire manuellement des audios, vidéos. Ben là, on va le faire automatiquement. Connexion à plusieurs sources de données afin de gérer à plusieurs places les documents. On laisse les documents dans leur emplacement, mais on se connecte à plusieurs sources. On voit des outils semblables comme Flow de Microsoft. Ben, il va y avoir plein d'approches où on est connecté à plein de systèmes. On utilise une AI pour identifier des contenus, puis on utilise une AI pour analyser, extraire, organiser ce contenu. Après ça, on tombe dans le traitement documentaire, donc classer, étiqueter automatiquement en fonction du plan de classification. Donc, j'ai un plan de classement, le système va classer automatiquement. Regrouper automatiquement des images. Donc, ça va être capable de faire on appelle ça un cluster en anglais. Toutes les images qui se ressemblent, exemple plage, ben, il va ramasser tout ce qui traite de la plage à un seul endroit. Typer automatiquement les contenus d'organisation. Ça, c'est un appel d'offres, ça, c'est un compte rendu, etc. Venir appliquer des règles de conservation de façon automatique. Identifier tous les documents qui comportent des renseignements personnels, des données sensibles, extraire automatiquement des métadonnées, générer automatiquement des résumés, améliorer automatiquement les images. Donc, tu sais, on a cette notion en archivistique de restaurer, etc. Ben, une image qui a été altérée ou une vieille image, ben, l'outil pourra automatiquement faire des ajustements. Indexation automatique de l'audio-vidéo. Donc, plusieurs éléments qui vont embarquer, qui vont faire en sorte que le traitement documentaire va devenir automatisé. Au niveau de la diffusion, ben, on va voir bien sûr tout ce qui est assistant virtuel, des chatbots en gestion de contenu, donc ils vont commencer à produire des réponses. On va voir tout ce qui est composition, génération de documents. Donc, je vais dire, OK, génère-moi un rapport sur telle chose, puis ça va me générer, je veux un document de 10 000 mots avec une table des matières composée de la façon suivante, puis il va générer des contenus. On va voir également au niveau, ce qu'on a vu comme tout à l'heure, la SGE, donc pour Google, donc une intelligence artificielle qui répond en haut, des documents en bas. On va avoir des prompts et des agents qui vont venir accompagner les utilisateurs dans leur travail au jour le jour. Au niveau de la conservation, préservation et diffusion, il va falloir, puis nous, on se positionne beaucoup là-dessus en tant que compagnie, l'AI ou l'intelligence artificielle s'entraîne
sur des contenus. Si elle s'entraîne sur n'importe quoi, elle va retourner n'importe quoi. Donc, pour bien l'éduquer, il faut qu'elle travaille sur une source fiable de contenu. Et donc, Constellio est une source fiable de contenu parce que les documents de mission se retrouvent là-dedans. On est la voûte d'entreprise, on est la mémoire de l'entreprise. Donc, on peut entraîner des AI de façon très précise. Ben, Constellio peut être une bonne source par rapport à ça. On va voir apparaître les agents. Hein, on a vu tout à l'heure les agents qui vont faire automatiquement du déclassement, faire le tri de documents, convertir des documents vers des formats de conservation à long terme. J'ai mis un peu les actions que le spécialiste peut faire à côté. On pourra vous proposer, partager le PowerPoint rattaché à ça. Ce qui va disparaître du travail, les tâches manuelles répétitives. Hein, je parle de faire du classement, faire de l'indexation, faire tout ça à la longue, on va voir plein d'outils qui font ce volet-là. On va traitement documentaire numérique, texte, image, audio, vidéo, métadonnées, catalogage. Les thésaurus, je me questionne beaucoup là-dessus encore parce qu'aujourd'hui, avec le langage naturel, on est capable vraiment l'IA, elle comprend vraiment le sens des mots et elle répond en fonction des sens. Le classement de documents, la transcription, la traduction, la création de vocabulaire contrôlé, la recherche avancée, la correction de contenu, texte, image, les workflows tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, beaucoup de tâches manuelles répétitives vont commencer à disparaître. Les compétences à acquérir, il va y avoir un rapprochement entre le spécialiste de l'information et le data scientist ou le prompt engineer. Puis on voit déjà des écoles de sciences de l'information dans le monde qui ont commencé à donner des programmes de data scientist et de prompt engineer. De la même façon que, moi je me rappelle quand je faisais ma maîtrise en sciences de l'information, où on nous apprenait à faire des stratégies de recherche pour des bases de données compliquées, médicales, puis on écrivait deux pages de stratégie de recherche. Ben, aujourd'hui, peut-être c'est du prompt que ça prend, c'est du data science que ça va prendre. Puis l'informatique et les sciences de l'information vont se rapprocher. La bonne nouvelle, c'est que même les programmeurs n'auront plus à programmer beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire de façon automatique. Les spécialistes du domaine de la gestion documentaire ayant développé des compétences de prompt engineer auront une très belle évolution de carrière. On dit que c'est un des métiers qui va être les plus demandés au monde. Ce qui reste inchangé pour l'instant, toutes les tâches manuelles en lien avec la gestion des documents papier jusqu'à l'arrivée des robots. Puis il y a des robots aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont sortis qu'on peut programmer avec une AI. L'investissement initial, en fait, ce qui fait en sorte qu'il y a encore une barrière à l'entrée, c'est que ça implique des gros investissements financiers en équipement pour être capable de brancher l'IA sur le monde réel. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que cela ne se démocratise. Alors, ça explique un peu le flow Constellio AI. On va aller directement en mode démo. En gros, en fait, on a fait un robot conversationnel. Puis ce robot conversationnel, donc on utilise des LLM, et on l'a entraîné sur la documentation de Constellio, documentation 365. J'ai des exemples que je vais aller chercher pour éviter de saisir. Alors, on va commencer avec puis là, on est sur la base de connaissances de Constellio. Concrètement, c'est comme si je prenais des documents de Constellio que je faisais interagir avec des modèles sans pour autant que les documents soient dans le modèle. Donc, ce qui touche toute la sécurité de l'information. Donc, ici, c'est la BD Constellio et tous les documents de documentation 365 qu'on a mis là-dedans pour venir faire des tests et fine-tuner un peu ou raffiner les résultats de recherche. Cette BD-là qu'on voit ici, ben, Constellio stockerait également des documents dans une BD locale. Et là, on tombe dans une autre catégorie de bases de données. On appelle ça des bases de données vectorielles. Alors, pour commencer, on va lui dire... on va poser une question. On ne voit pas Oui. l'écran, Reda. Ah, excusez-moi, j'ai coupé l'écran. Merci de porter à mon attention. Oui, ça va. Parfait. Donc, en fait, très rapidement, en fait, cette interface-là, c'est un chatbot.
qui fait de la conversation, qui fait du prompt. Et il a une interface d'administration pour qu'on y mette des contenus. Donc, je peux ajouter des contenus. Vous allez voir, je vais poser des questions. Puis après ça, quand je vais ajouter des contenus, comment il va réagir également. Donc, ça se fait en temps réel. Je n'ai pas besoin d'entraîner un modèle. Donc, en fait, si je fais une recherche, comment configurer des champs de métadonnées? Ben là, il va aller interroger ma base de données vectorielle, puis il va ressortir une connaissance. Okay? Donc, quand on ressort une connaissance, ben lui, il s'est basé sur ces documents-là pour générer une certaine connaissance basée sur la documentation de Constellio. Okay? Maintenant, quand on va faire de la recherche générative experience, ben, on va poser cette question-là, ça va générer de la connaissance, puis on va voir les résultats de recherche des documents qui sont complètement en bas. C'est une option qui peut exister. On va prendre la recherche, puis là, je vais vous amener un petit peu dans le monde du prompt, juste pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche, puis je vais en faire quelques-uns au niveau du prompt. Ici, le prompt, c'est comme si je dis, je vais à l'interface de recherche avancée. Okay? Puis on va partir avec, on est intégré sur un moteur de recherche web ou sur la BD Constellio. On va commencer par le moteur de recherche web. Et là, je vais dire, c'est quoi le Search Generative Experience? Okay? On va la faire d'abord avant d'aller en prompt. Ah, je n'ai pas de document là-dessus. Excuse. On va aller. Donc, je vais dire, génère-moi une recherche avancée. Là, il va me dire, OK, il comprend ma question, puis là, il dit, en tant qu'expert en intelligence artificielle, parce que là, il sait que je pose une question dans le domaine de la gestion de l'intelligence artificielle. Votre mission est de fournir des explications détaillées du concept SGE en utilisant les outils fournis. Puis là, il pose la question. Et là, ça crée je lui structure, donc le prompt vient structurer la réponse que je souhaite avoir. Effectuer des recherches approfondies sur le web pour collecter, synthétiser les informations collectées. Je peux venir modifier, ajouter d'autres consignes que moi je m'attends à voir uniquement en langage naturel. Donc, je peux dire non, mais fais ci, fais ça, compare. Donc, je parle à un moteur de recherche en langage naturel. Je confirme que ma recherche est bonne. Donc, ça, c'est ma vraie recherche avancée. Et là, j'exécute la tâche. Là, il va aller dans le web, il va récupérer des résultats. Et avec le prompt, ben là, il produit vraiment un genre de connaissance. Puis là, il explique c'est quoi la Search Generative Experience, les algorithmes, les références. Donc, le prompt est une recherche avancée. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit, on peut venir bonifier, hein, ajouter des contenus dans notre modèle. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un passionné d'aquariophilie et j'ai déjà reproduit des poissons clowns dans mon garage durant la période COVID. Donc, je m'intéresse beaucoup au sujet. Et là, je lui pose la question, il n'y a aucun document dans Constellio, donc dans ma base de connaissances, comment se reproduit le poisson clown. Donc là, il dit, ben, j'ai aucune connaissance par rapport à ça. Donc, je vais aller lui ajouter un document. Donc, je lui ajoute un document qui s'appelle clown.pdf et je vais dire traite-le. Donc, ce document-là n'est pas enregistré dans le modèle. C'est comme quand j'ajoute un document dans Constellio puis un moteur de recherche qui l'indexe. Là, en fait, on va l'envoyer dans une BD vectorielle. Qu'est-ce qu'elle fait, la BD vectorielle? Elle va découper le document en paragraphes, on appelle ça des chunks, puis elle va faire un certain nombre de travail de façon à ce qu'elle analyse, elle fait des proximités entre les mots, etc. Donc là, je repose ma question à ma recherche simple, hein, recherche simple, réponse simple. Donc là, mon chatbot, il me répond à un paragraphe, les poissons clowns se reproduisent en pondant des œufs, le mâle, etc. C'est un document de 5 pages que je lui ai donné. Okay? Puis là, je vais aller en mode recherche avancée, donc en mode prompt. Puis là, vous allez voir la différence de réponse qu'il va me donner. Et je repose la même question. Comment se reproduit le poisson clown? Là, en fait, je vais structurer avec le prompt mon AI pour qu'elle retourne une réponse plus intelligente en tant qu'expert en biologie marine. Donc là, à chaque fois qu'on parle à l'AI, on la met dans un rôle. Hein.
toi, Léa, aujourd'hui, tu es l'experte en biologie marine et ta mission, c'est de fournir de l'information détaillée sur la production des poissons clones. Puis voici ce que je m'attends de ta part. Donc, je lui donne la structure à laquelle je m'attends, je confirme ce que je vois ici et j'exécute la tâche. Et là, vous voyez, j'ai quelque chose de beaucoup plus structuré. Le comportement de reproduction, il met des points de forme, la fécondation. C'est pas le contenu n'est pas structuré comme ça dans le document original. Donc, c'est lui qui. Puis après ça, il me ramène les références. Il y a un petit problème d'affichage ici, mais il me ramène les références. Tout est basé sur le document clone.pdf. Et c'est là où ça devient puissant parce qu'on est dans les AI génératives. Et même dans cet outil-là, on a un agent. Donc, un agent qui va orienter. On a un agent de type génération de documents, puis on a un agent de type question-réponse. Question-réponse, c'est du chat. Génération de documents, c'est qui va faire une table une table des matières sur les contenus. Je peux en citer plein d'autres exemples. Alors, notre objectif, c'est que cet outil-là, donc c'est un serveur d'intelligence artificielle. On vise la fin de l'année. Donc, nous, notre fin d'année, c'est le 31 août pour avoir une première version du moteur. Puis la première vision d'intégration de cet outil-là, donc la Search Generative Experience dans Constellio, elle va se faire au niveau du portail public en un premier temps. Donc, tout ce qui est portail, données publiques aux citoyens, par exemple, ben, vous allez avoir des réponses des documents que vous avez mis dans Constellio. Vous pouvez également avoir de la recherche générative. Je ne peux pas me prononcer sur une date exacte de l'intégration, mais c'est quelque chose, dès que le serveur va être fini, c'est quelque chose qu'on va commencer à rendre disponible. À l'interne, chez Constellio, on roule plusieurs prototypes. On est en train de les tester puis de raffiner nos modèles. L'équipe d'infra et sécurité va mettre des documents là-dedans parce qu'ils ont une interface d'upload de documents. Puis là, ils posent des questions-réponses, ils regardent. L'équipe de support le fait. L'équipe des appels d'offres le fait. Puis là, on analyse à quel niveau c'est précis comme résultat ou comme réponse. Alors, on arrive à l'heure exacte. Il est 13h59. Ça clôt un peu la démo que j'avais prévue aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des projets d'AI ou d'intégration future, n'hésitez pas également. On a une équipe d'experts en AI chez Constellio. Donc, potentiellement, il va y avoir des services même d'AI ou d'intégration de technologie avant qu'on soit dans un contexte d'intégration de solutions. Mais si vous avez des projets puis vous avez besoin d'intégration, on a une équipe qui commence à faire ça. Merci d'avoir été en si grand nombre. J'ai une question, Reda. Oui. J'ai déjà vu une démo de l'AI dans Constellio pour le typage automatique. Est-ce que c'est toujours en cours? Alors, il y a plusieurs choses. Le typage des documents, c'est ce qu'on appelle du machine learning. Oui, ça, c'est des choses qui vont exister. Il y a un autre projet qu'on travaille. Je ne vous cacherai pas qu'actuellement, il y a un très grand focus sur les robots et sur la loi 25. Mais tout ce qui est Intelligent Document Processing fait partie de l'évolution future, définitivement. Je ne peux pas donner de date aujourd'hui, mais on fait beaucoup d'R&D là-dessus. Il y avait une question, est-ce que le webinaire sera disponible pour référence? Oui, on va le partager donc dès que la transcription sera disponible. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Alors, dans un premier temps, ça sera intégré en premier au portail public, mais cela va l'être également dans l'interface régulière de Constellio? Je ne peux pas me prononcer sur les dates, mais définitivement, oui. Ça fait partie de... C'est un incontournable. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Alors, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Au plaisir.